Dans le vif du sujet démarre sur les ondes d'RTCI. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Aujourd'hui, bonjour Anis d'abord. Bonjour en fait. Alors, aujourd'hui, on reçoit un professeur universitaire et membre de l'AICA pour parler justement d'un sujet qui a suscité beaucoup de débats, beaucoup de choses à dire par rapport à cette instance, la AICA, avec nous, et nous avons le plaisir de recevoir professeur Riaf Ferjeni. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Enis, avant de parler de l'AICA, on voudrait parler d'un autre sujet d'actualité et c'est désormais, si on peut dire entre guillemets, une habitude. Depuis quelques jours, à peine ouvertes, les séances plénières sont levées en raison d'accrochages entre les élus. D'après vous, Enis, est-ce qu'il y a un message qu'on voudrait passer à travers ces accrochages? Est-ce que c'est des avis qu'on voudrait montrer? Comment vous pouvez expliquer ce qui se passe au sein de l'ANC ces derniers jours? Moi, je trouve que c'est tout à fait normal que des rixes ou des escarmouches existent au sein de l'Assemblée nationale constituante, pour la simple raison que les élus, depuis quelque temps, sont dans un régime très effréné, c'est-à-dire c'est un rythme très infernal qui est en train d'être fait pour boucler cette constitution, qui est loin d'être bouclée finalement. On reviendra sur les raisons de ce que je suis en train de dire. Et bien entendu, RAFEF, on a l'impression qu'ils ont un peu les nerfs à fleur de peau, que les séances sont interminables, et puis vous savez, ce sont des humains qui n'ont pas travaillé depuis 2 ans, et maintenant c'est comme certains étudiants qui ne travaillent pas au cours de l'année, et puis à la fin de l'année universitaire, ils commencent à vouloir rattraper le temps perdu. On a l'impression que c'est ça. C'est vrai aussi que la télé est pour quelque chose. Monsieur Riaf Ferjeni, en tant que sociologue de médias, pourra nous dire plus à propos de ça, mais on a remarqué aussi, pour ceux qui sont allés à l'Assemblée nationale constituante, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe devant la télévision. Oui. Dès qu'un élu voit que la caméra est braquée sur lui, là, c'est un gladiateur dans l'arène, et puis une fois que la caméra tourne pour aller voir un autre élu, là il est dans son petit coin à lire ou à intervenir ou à parler avec il y a un peu de ça, il y a un peu de surenchère oui. Pour faire un peu le fanfaron quelque part à l'Assemblée nationale constituante, mais le rythme est effréné, il faut l'avouer. Justement, ça stoppe les travaux de l'ANC, on attend tous impatiemment la Constitution, mais parfois on se dit que
Ça stoppe un peu ce qui est un peu déplorable aussi, c'est qu'on arrive à revenir sur les consensus. C'est ça qui gêne finalement, et c'est-à-dire, vous savez que la meilleure chose qui a été faite après l'assassinat de Brahim et paix à son âme, c'était cette commission de consensus qui a été donc érigée en une commission, je dirais, partie prenante au sein de l'Assemblée nationale constituante à partir du 6 janvier, je pense, donc dans le règlement intérieur de l'Assemblée. Et au sein de cette commission, on revient toujours pour trouver les consensus. Le problème, c'est que une fois qu'on ait commencé à débattre d'un article pour le voter ou un amendement, là, on revient donc en principe, on est d'accord sur les consensus parce que les consensus font partie de tout un texte qui a été établi et que certains acteurs de la société civile, notamment Bausla, a mis en ligne pour voir donc ces amendements-là. L'instance relative à l'information a été au cœur de ces amendements avec 2 amendements, on y reviendra tout à l'heure, Cyriaque Ferjeni. Et puis après, donc lorsqu'on va voter à RAFEF ces articles-là, là, il y a un revirement, il y a un retour sur les consensus qui ont été élaborés, et forcément, ça exaspère certains élus, parce qu'on n'a pas donc tenu la parole au sein de la commission de consensus. C'est en résumé tout ce qui fait qu'on est en train de remarquer cette tension très palpable et tangible au sein de l'Assemblée nationale constituante. Voilà, là on va revenir à notre sujet pour aujourd'hui. On va parler de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle avec le professeur Riad Ferjeni. Encore une fois, merci d'avoir accepté notre invitation. Et moi je voudrais commencer par une première question. Professeur Riad Ferjeni, je voudrais savoir quels sont les domaines d'action et les prérogatives de l'AICA, de la haute autorité indépendante de la communication audiovisuelle. Les prérogatives de l'AICA sont régies par le texte de loi, le décret loi du 2 novembre 2011. Qui lui donne 3 types de compétences, des compétences consultatives, des compétences de contrôle et des compétences, quand il le faut, de sanction. Donc nous avons eu l'habitude depuis des années à avoir des instances consultatives. Je cite par exemple, on avait en Tunisie le Conseil supérieur de la communication qui avait des compétences consultatives et qui, malheureusement, de par ses compétences et de par ses silences, n'avait eu aucun apport ni pour dénoncer les atteintes à la liberté de la communication, ni de proposer des réformes du secteur. Donc les compétences consultatives, point à la ligne, posent problème pour une autorité de régulation. Donc les compétences ne sont pas aussi... on est tenté à accorder à l'AICA un statut d'un ministère de l'information, de triste mémoire chez nous, ce que nous refusons, mais nos activités, nos compétences sont régies par le décret 116 qui contient plus que 45 articles. Voilà. Est-ce qu'on peut dire que le contrôle, si on peut dire ça comme ça, ne soit pas un frein ou ne stoppe pas la liberté d'expression? C'est exactement le contraire. Le régulateur, sa principale tâche, c'est de veiller à protéger la liberté d'expression. Ça, c'est le principe fondamental. Quand on dit contrôle, on parle d'un contrôle sur le respect des règles déontologiques, le respect des obligations des diffuseurs, etc. Ce n'est pas et les sanctions, elles sont aussi en rapport avec les infractions au principe de la liberté d'expression, de l'atteinte à la dignité humaine, toute liberté qui n'a pas de règles, qui n'a pas
de limite verse vers l'anarchie. Les meilleures libertés, ce sont les libertés qui sont définies par la loi. Actuellement, dans le paysage audiovisuel, dans les médias tunisiens, est-ce que vous avez remarqué certains dépassements par rapport à la liberté d'expression et à la liberté? Alors, depuis que l'AECA existe, c'est-à-dire depuis le 3 mai, nous avons constaté un certain nombre d'infractions, mais ces infractions ne sont pas, c'est pas une question d'appréciation. L'article 5 du décret 116 définit quels sont les manquements graves à la loi. Il y a 5 types d'infractions. Et en fonction de ces infractions, de ces types d'infractions, nous avons été obligés, dans le climat de polarisation politique extrême, de la violence politique qui a caractérisé l'été après l'assassinat de Brahim, nous avons à peu près, enfin si mon compte n'est pas exact, à peu près 20. Nous avons pris 20 décisions contre des institutions, des médias audiovisuels. Parmi ces vingtaines de mesures de sanctions, contrairement à ce qui se dit, les gens, peut-être que nous manquons aussi d'efforts de communication, mais le texte de loi qui régit nos activités existe depuis 2 ans, et nous agissons uniquement dans le cadre de la loi. Donc parmi la vingtaine de mesures, le législateur a eu le souci d'éviter le retour de la censure, de la dictature, à ce qu'il y ait une seule partie qui a la main mise sur les médias, et particulièrement les médias audiovisuels. Donc il y a une approche graduelle. Nous ne pouvons pas, comme me l'a dit un député la semaine dernière, vous avez des pouvoirs exorbitants. Votre président peut de son téléphone dans sa voiture décider de mettre fin à une institution médiatique, couper l'antenne, mettre des familles à la rue, etc. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Il y a une approche graduelle qui commence par les tanbih, c'est-à-dire l'avertissement, et qui, en cas de récidive, et il faut attendre 15 jours pour constater la récidive, on peut décider ou bien des amendes, ou bien l'arrêt d'une émission, enfin d'un programme pendant une durée déterminée, et non pas la coupure de l'antenne systématique, comme on le craint, à juste titre d'ailleurs, les craintes. Mais voilà, nos activités sont régies par la loi, et nous ne sommes pas le nouveau censeur du paysage audiovisuel en Tunisie. Enis, pour vous, le contrôle des médias? Écoutez, j'ai essayé donc d'être très attentif au propos de Riyad Ferjeni, à propos donc du contrôle. C'est vrai que vous avez une mauvaise communication, pourtant vous êtes donc l'AECA, c'est-à-dire que vos efforts ne sont pas réellement mis en valeur. Mauvais, je ne pense pas. Nous avons, par exemple, au sein du conseil de l'AECA, pris le choix de ne pas communiquer avec les médias qui ne sont pas, de ne pas occuper les plateaux des médias qui ne sont pas autorisés. Nous veillons à la liberté. On ne peut pas refuser des déclarations, mais pour les médias pirates, ils sont assez nombreux, nous avons pris le choix de ne pas communiquer. Il y a une autre contrainte par rapport à la communication qui est réglementaire. Le décret loi 116 ne nous permet pas
il interdit la publication des sanctions, sauf en cas de récidive. Donc il y a, quand je vous ai dit, nous avons pris une vingtaine de mesures. Il y a eu très peu qui ont été, j'ai vu sur vos visages une forme de surprise. Tout simplement parce que la loi nous interdit de communiquer sur les premières mesures, c'est-à-dire sur les avertissements. Oui, parce que justement, dernièrement, on vous a accusé d'utiliser, si on peut dire, la politique de 2 poids 2 mesures. Certains avertissements sont publiés sur votre site internet et d'autres pas. Donc c'est pour cela que vous avez bien là défini, que vous avez déjà averti quelques médias par rapport à des dépassements. Oui, c'est un peu comme le policier qui reste donc dans son poste de police, alors que dehors c'est un peu le quartier chaud, donc le quartier qui est un peu difficile, mais qui ne sort pas beaucoup parce qu'il n'a pas la prérogative de sortir, ou bien parce qu'il n'a pas de pistolet, ou parce qu'il n'a pas donc de quoi sévir un peu. Alors que à Afef, on continue de voir des dépassements à tous les niveaux. Ça ne concerne pas uniquement l'audiovisuel. L'audiovisuel, c'est ce qu'on regarde, c'est ce qu'on écoute, c'est ce qui nous captive le plus. Mais il y a pas mal de médias, malheureusement, sur support organique, c'est-à-dire des journaux, des magazines, qui font de l'intox et du sensationnel, je dirais, leur gagne-pain, parce que le Tunisien, il est un peu accro actuellement, c'est un fait post-révolutionnaire quelque part, lui qui a été privé donc de liberté de presse et de liberté tout court, donc se donne à cœur joie pour essayer de glaner un peu des informations, et sur ce point, certains médias ont été un peu ont essayé d'être un peu, excusez-moi du terme, un peu charognard, pour travailler sur ça. Moi, ce qui m'a interpellé dans le travail de la Haïka, comme vient de le dire Afef, c'est essentiellement cette liberté de presse qui a été un peu épinglé dans cette émission. On va pas revenir sur cette émission, mais c'était un peu donc je dirais la critique majeure qui vous a été adressée par rapport au fait que c'est parce qu'on s'est attaqué quelque part avec des propos sarcastiques à une autorité de l'État que vous avez daigné donc apparaître et faire donc un communiqué, alors que des faits très, je dirais, douloureux qui prennent en otage certains handicapés, qui prennent en otage donc certaines situations, je dirais, qui prêtent au voyeurisme plus que autre chose, n'ont pas été peut-être même sur les mêmes chaînes, sur les mêmes chaînes qui n'ont pas été c'est-à-dire avertis ou sanctionnés comme tels. J'ai 2 réponses. La première, c'est que sur les vingtaines de sanctions, la plupart des sanctions ont concerné des émissions qui ne sont pas politiques, c'est-à-dire des émissions qu'on appelle à tort de la télé-réalité, à tort, parce que ce n'est pas de la réalité, c'est une construction spectaculaire de faits sociaux qui ne sont pas des faits sociaux majeurs, qui ne sont pas forcément des préoccupations sociales au sein de la société. Donc, je peux vous rappeler aussi que notre première intervention, le premier avertissement que nous avons adressé ne concerne pas une émission politique, mais concerne un dépassement extrêmement grave. Certains animateurs et certains médias on n'aurait jamais cru que cela pouvait arriver en Tunisie, mais on en est arrivé à exposer l'enfance violée sur les plateaux. Et de leur faire vivre avec des questions insidieuses, malsaines, Donc, et ça, c'est défini par la loi. Nous sommes obligés d'intervenir. Mais ça, c'est au quotidien. C'est de façon hebdomadaire. On est en train de le remarquer. Il ne faut pas noircir le tableau. Nous veillons, nous observons les médias. Je reviendrai peut-être sur les techniques d'observation, qui est un sujet très très technique.
d'une manière, on ne peut pas généraliser. D'une manière globale, il n'y a pas des dépassements toutes les 5 secondes. Heureusement. Voilà. Donc, et cette vision que je qualifierais d'infantilisante, quand vous adressez une sanction à un média, pourquoi pas moi, pourquoi pas les autres, voilà, c'est pas donc malheureusement on ne peut pas communiquer sur toutes les sanctions, sur quelle chaîne, quelle date, etc. Et heureusement que la plupart des sanctions n'ont pas été, les médias concernés n'ont pas récidivé. La récidive, c'est des cas particuliers. Et nous avons été obligés cet été à adresser plus qu'un avertissement. Donc, il y a eu des cas de récidive où nous avons été obligés de prendre la décision d'interdire 2 émissions, l'une sur une chaîne de télévision, le Hiwar Tounsi, et la deuxième c'est la matinale de Radio Zitoun qui légalement appartient à l'État, mais sur laquelle nous avons constaté une infraction grave qui consiste à l'incitation à la haine, et qui a récidivé 15 jours plus tard au cours de la même émission. C'est ça la récidive dans le sens juridique, au cours de la même émission. Les mêmes faits sont pour le même fait. Donc, pour répondre à votre question sur le pourquoi pas moi, entre guillemets, nous ne choisissons pas qui sanctionner. C'est la loi qui définit le cadre de notre intervention, et ce sont les types de manquements qui sont considérés par la loi comme des manquements graves, qui sont l'objet de sanctions, quels que soient les médias, parce que à chaque fois, par exemple, de part et d'autre, dans un contexte médiatique qui est extrêmement polarisé, parce que le contexte politique est aussi polarisé, c'est une argumentation, j'allais dire, banale que de dire pourquoi pas moi, pourquoi pas les autres, pourquoi moi. Oui. Enis, juste un dernier mot avant la pause musicale. Oui, vous avez envie de rebondir sur les... Justement, ma question, puis on prendra la pause. Donc, Syriat Fajani, par rapport à la constitutionnalisation de cette instance de l'information, moi je voudrais que vous me reparliez un peu de cette constitutionnalisation, ce que vous pensez, surtout que vous avez été mitigé après l'adoption selon votre statut sur un réseau social. On y reviendra après la pause. Exactement. Et dans le vif du sujet, on reprend sur les ondes de RTCI jusqu'à 9h. On reprend à Nice avec notre deuxième thème pour aujourd'hui, la constitutionnalisation de l'instance de la Haïka. Oui, vous savez, Arfef, que la Haïka, c'est une autorité administrative, je dirais, indépendante, qui a été constitutionnalisée au même titre que 4 autres autorités. Mais ce qui a été très intéressant avec cette instance de l'information, c'est que désormais, elle a une place plus importante que toutes les autres. Dans la mesure où elle dispose désormais d'un pouvoir réglementaire. On reviendra avec Syriat par rapport à la signification du pouvoir réglementaire. On va essayer de le définir pour connaître, parce que ça concerne les prérogatives réelles de cette instance. A contrario, comme je viens de le dire, de toutes les autres qui ont uniquement une prérogative de proposition, donc de conseil, de consultation, mais pas de décision comme c'est le pouvoir réglementaire pour l'instance. Et je pense que le travail des membres de l'AICA a été très déterminant pour arriver à cette fin-là. Et ensuite, c'est par rapport aux nominations. Vous savez que les nominations des membres de l'AICA se fait sur la base des élections, et cette élection a été faite sur la base de la majorité qualifiée, c'est-à-dire c'est le Conseil des représentants du peuple, le pouvoir législatif qui élit donc les 9 membres de l'instance de l'information sur la base des 2 tiers, non pas la majorité absolue des 50%, mais donc des 2 tiers, ce qui continue donc à enraciner cette instance
ô combien importante et qui finit totalement avec ce que nous avons vécu tout au long de 55 ans donc de règne des deux présidents donc antérieurs. Moi, Anis, je voudrais vous poser à vous une question. Comment peut-on garantir la neutralité des membres de l'AECA? C'est au cœur de. Oui, exactement. C'est au cœur de l'article 122 et ça a été, Je vous en prie, oui, peut-être que vous êtes le mieux placé pour répondre à cette question. Ça a été l'objet d'une âpre, j'allais dire bataille, mais au niveau des idées, une bataille d'idées et de propositions avec les membres de l'ANC, de l'Assemblée nationale constituante. C'est l'objet de l'article 122. Nos propositions, nous avons proposé à ce que les membres de l'instance, ce n'est pas l'AECA qui a été constitutionnalisée, mais c'est un petit l'instance de détail, l'information, oui. mais c'est une instance de la communication audiovisuelle. Voilà. Donc sur le mode de nomination, il y avait, nous avons vu nécessaire de séparer, de ne pas, à ce que cette nomination ne soit pas soumise au pouvoir politique. Nous allons vivre encore une forme d'instabilité particulière qui est caractéristique de toutes les transitions démocratiques et soumettre la nomination des membres au vote du Parlement. La proposition initiale était à la majorité simple, c'est-à-dire 50 plus 1. 50% plus 1. Voilà. Au niveau de l'action au quotidien d'une instance de régulation, il y a un lien organique entre, même si les gens n'ont pas d'appartenance partisane claire, ça aurait pu faire un lien organique, je dirais, entre les décisions qui vont être prises et la majorité parlementaire. Donc nous avons proposé un mode participatif, c'est-à-dire un tiers des membres par le pouvoir législatif et les 2 tiers par des nominations qui viennent des organisations, des acteurs du champ de l'audiovisuel. Et cette proposition n'a pas été retenue. Ce qui a été retenu, c'est la désignation par l'Assemblée du peuple par une majorité qualifiée, c'est-à-dire beaucoup plus que la majorité simple. Et voilà, la bataille continue. Elle va continuer dans les futures lois cadres de l'audiovisuel sur ce. Oui, Rafef, ceci étant pour la désignation, donc l'élection des membres de cette instance de l'information, de l'audiovisuel, mais il y a aussi ce que je trouve révolutionnaire dans ce projet de la Constitution, c'est que cette instance dispose d'un pouvoir réglementaire. C'est-à-dire c'est l'article 124. 124, exactement. Le pouvoir réglementaire, c'est-à-dire jusque-là, et même lorsqu'on a essayé de donner un badigeonnage démocratique sous l'ère du déchu, on a souvent créé des instances administratives indépendantes, mais qui avaient uniquement donc une fonction consultative. C'est-à-dire, lors des projets de loi, par exemple, la loi oblige le pouvoir exécutif à faire passer ce projet de loi devant cette instance-là, uniquement pour qu'il donne une consultation, c'est-à-dire son avis n'est pas contraignant. Oui, donc il n'est pas pris en compte. Voilà, il n'est pas pris en compte. Alors que, pour les autorités administratives indépendantes, pour cette instance-là, on la soulève au rôle du CSA français, ce qui n'est pas rien, dans la mesure où elle possède un pouvoir réglementaire, c'est-à-dire le pouvoir d'édicter des normes juridiques contraignantes pour organiser tout un secteur. Et ces normes-là, ces décisions-là, comme les décisions dont dispose le chef du gouvernement, le ministre, c'est ça le président de la République, c'est ça le pouvoir réglementaire, peuvent être attaquées devant la justice, sous le contrôle de la justice. Et c'est en soi donc une manœuvre très importante parce qu'elle donne les coups des franches à cette instance pour bien réglementer le secteur. Je pense que c'est une avancée qui est majeure dans ce projet de la Constitution. Oui. Voilà. Donc autre chose, et là je voudrais donc beaucoup de personnes sont en train d'attendre un peu votre travail et c'est un peu votre bilan aussi. On a longtemps attendu, on attend toujours le cahier de charge
relatif donc aux médias audiovisuels sur lesquels vous êtes en train de travailler. Je sais qu'à un certain moment, jusque-là, vous étiez en train d'attaquer la problématique des radios et télévisions pirates. Hein, vous allez nous donner un peu le bilan de ce que vous avez fait, mais par rapport donc au cahier de charges que pas mal de monde attend, surtout ceux qui ont donc des dossiers en suspens, en attente. Où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous avez établi ce cahier de charges? Quelles sont les fuites? Est-ce que les fuites qui ont fuité un peu donc de ce cahier de charges, les dispositions sont-elles vraies? Je reviendrai avec vous par rapport à ça. Parallèlement à la bataille qui est de la constitutionnalisation, et globalement, enfin, nous avons réussi, comme vous l'avez si bien dit, à inscrire des prérogatives réglementaires, c'est-à-dire et de rompre une fois pour toutes avec les institutions, enfin les consultatives que j'ai nommées, puisque vous citez un statut sur un réseau social, les instituts POTIS sur la cheminée. Voilà. Là, c'est vous qui le dites, moi j'ai pas voulu le dire. Voilà. Nous avons marqué cette rupture, oui, donc historique, et parallèlement à cette question-là, nous étions aussi en train de travailler sur la question des cahiers de charges. Pour vos auditeurs, c'est un terme un peu barbare, cahier de charges. Voilà, l'objectif des cahiers des charges, c'est de mettre fin à l'inégalité caractéristique du paysage audiovisuel tunisien et à une forme d'anarchie consécutive à la révolution. Nous avons, en Tunisie, par rapport aux médias privés, 3 catégories de médias privés. Il y a un certain nombre de médias qui ont été autorisés, l'autorisation n'est pas une mesure réglementaire, par le pouvoir de Ben Ali. Après la Révolution, le gouvernement intérimaire de Lbeji Caïd Sebsi a autorisé provisoirement un certain nombre, je pense 5 télévisions et 12 radios. Et nous avons deuxième catégorie. Et la troisième catégorie, c'est un certain nombre, plus d'une dizaine de radios et quelques télévisions qui émettent sans aucune autorisation. Donc nous avons 3 catégories. C'est ce qu'on appelle les radios ou télévisions pirates. Oui. Voilà. Et l'objet des cahiers des charges, c'est de mettre tous les opérateurs sur le même pied d'égalité devant la loi. Voilà. Donc c'est un ensemble c'est un texte réglementaire qui régit les rapports des opérateurs avec l'autorité de régulation. Nous avons travaillé depuis le mois de juin et notre approche a été participative. Je pense que j'ai pas l'habitude de nous jeter des fleurs. Je suis quelqu'un qui est très critique, qui fait beaucoup d'autocritique, mais nous avons innové. Et le principe, c'était de n'exclure personne. C'est-à-dire une réelle approche participative, la société civile, les acteurs du champ et voilà, des spécialistes de haut vol dans le droit constitutionnel, le droit administratif, le champ audiovisuel, etc. Là, nous avons fini toutes les consultations et nous sommes en train de boucler la dernière mouture qui devrait, je voudrais pas donner de date. L'intervalle. Voilà, c'est dans une dizaine de jours, on va dire. Voilà. Dans une dizaine de jours, vous allez donc rendre public ce cahier de charge. Voilà, la version finale. Vous avez parlé de fuite, il n'y a pas eu de fuite puisqu'il y a eu des versions qui ont été distribuées, qui ont été discutées. Donc ce ne sont pas des fuites puisque ça a circulé et l'objectif c'était que ces documents circulent et pour qu'ils soient discutés. Justement par rapport à ces premières moutures qui ont un peu qui ont existé auparavant,
le problème qui se pose, et là je vais rentrer dans des considérations un peu techniques, certains disent que dans ces moutures, il existe un anachronisme, c'est-à-dire parfois vous demandez à ce que la constitution donc de la société se fasse, hein, mais une fois cette société qui a vu le jour avec des recrutements, parce qu'on oblige à recruter parmi donc les journalistes de l'IPSI et autres, donc à temps plein, après avoir bloqué des fonds, RAFEF aussi, on n'est pas sûr, et des fonds qui ne sont pas rien, on parle d'une centaine de milliers de dinars, pour ne pas dire donc des millions de dinars, hein, et après on ne reçoit pas donc l'autorisation. Par rapport à ça, Riyad Ferjeni, qu'est-ce que vous avez à dire? Je pense que votre question est en rapport avec l'avenir. Elle n'est pas en rapport avec le présent et la manière de régler le passif de la dictature et de la période post-révolutionnaire. Comme le font tous les régulateurs, donc l'objet du cahier des charges, c'est de mettre un peu d'ordre, de donner les chances à tous et d'être devant... de traiter sur un même pied d'égalité. Voilà, de traiter tout le monde sur un même pied d'égalité, mais je pense que dans l'avenir, et comme le font tous les régulateurs, nous n'avons pas pris de décision, mais ce qui se fait ailleurs, c'est de faire un appel d'offres. Les ressources hertziennes pour les radios, elles sont rares. Au jour d'aujourd'hui, l'évolution technologique, elle rend cet argument un peu moins valable, mais en Tunisie, il y a des considérations. Le paysage audiovisuel, c'est une écologie, c'est-à-dire il y a différents éléments qui sont interdépendants et c'est une forme, nous souhaitons arriver à une forme d'équilibre. Il y a une donnée de base. Nous sommes un petit pays avec un marché publicitaire parce que c'est pour les médias privés, c'est la source. Le nerf de la guerre. C'est la source de financement principale. Il y a d'autres sources de financement que nous avons essayé pour la télévision, le péage qui n'a pas marché pour des raisons sociologiques, le phénomène du piratage des chaînes payantes. Et donc, la principale source, c'est la publicité. Un petit pays, un marché exigu, voilà. Et l'audiovisuel demande beaucoup d'investissement. Donc, à un certain moment, il y a une masse critique et le gâteau est le même. Comment le faire partager entre... C'est sur la base de la concurrence ? Oui, sur la base de la concurrence, mais ce que nous constatons aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de chaînes pirates qui ont commencé à émettre, et même une chaîne qui a été légalement autorisée d'une manière provisoire par le gouvernement intérimaire de Sibéjeraït Sepsi, et qui ont mis la clé sous la porte. Et c'est un peu paradoxal, mais dans les situations transitoires, ce type de situation est plutôt, j'allais dire, normal. Les gens viennent vous dire, trouvez-moi une solution. Vous êtes l'autorité de régulation à trouver des solutions à une chaîne pirate qui a mis la clé sous la porte. Voilà, donc... Oui, mais ça, c'est des considérations émotionnelles, c'est des considérations, parce que moi, si j'ai une patente, j'essaie un peu de vulgariser RAFEF pour dire que c'est le raisonnement de ces gens-là qui viennent vous voir n'est pas vraiment donc cohérent, parce que si demain je demande une patente et que je reçoive cette patente-là, pour que mon travail soit légal, pour que je puisse me donner à ce commerce-là, et que ça marche pas, je vais pas voir donc la recette de finances pour lui dire, ou le ministère qui m'a délivré donc cette patente pour lui dire,
écoutez, ça n'a pas marché, trouvez-moi une solution. Mais vous dans le cas précis, vous n'avez même pas de patente. Oui, exactement. Raison de plus. Voilà. Raison de plus. Voilà, donc, non, juste ma question, Riyad Ferjani. Donc, est-ce qu'il faut constituer pour l'avenir? Pour l'avenir, il y aura un appel d'offres. C'est parce que, comme je le disais, comme le font d'ailleurs les autorités de régulation, en fonction des besoins qui existent dans la société. Une chaîne, je sais pas, je donne des exemples. Oui. Une chaîne radio dans telle région pour les jeunes, une chaîne thématique, donc c'est les thématiques, etc. Enfin, il y aura. C'est la AICA qui détermine le besoin et en fonction de ce besoin-là, elle émet un appel d'offres pour dire les stations qui sont donc intéressées par cette thématique-là, qu'elles présentent leur dossier et là on va voir. Et la question qui se pose aussi, si 2 ou 3 présentent leur dossier, et que ces dossiers-là, sur le plan légal, soient exhaustifs, comment vous allez départager ces chaînes-là? Il y aura une grille d'évaluation. Une grille d'évaluation. Voilà. Il y aura, c'est sur un ensemble de critères, et ces critères sont à prévoir et à publier avant de recevoir. Et dit grille d'évaluation dit aussi la possibilité d'aller en justice pour essayer de la critiquer ou pour essayer de. Notre démarche est participative, donc jusque-là nous n'avons jamais agi sur un coup de tête, donc nous essayons de faire participer les acteurs, mais nous sommes les garants de l'intérêt général. Oui. Donc la décision revient au conseil de la AICA sous la présidence de son président. Mais nous écoutons, nous ne sommes pas dans des espaces clos, dans des tours d'ivoire. Nous tenons compte de ce qui nous dit, mais nous sommes les garants de l'intérêt public. Moi, je voudrais, si vous permettez, Anis, bien sûr, poser une dernière question par rapport justement à cet éventail, cette variété de médias audiovisuels. Pour vous qui êtes expert, je rappelle, vous êtes une professeure universitaire à l'Institut de presse et des sciences de l'information, vous êtes membre de l'AICA. Quelle est votre impression, quel est votre avis sur le travail des médias en Tunisie? Est-ce que ça promet? C'est un sujet de 5 thèses. Par contre, moi j'ai une question qui est moins éditorialisante. Comment on peut dire, oui, c'est bien qu'il y ait une diversité. Je pense que, je pense que c'est bien que, le premier constat, c'est cette liberté d'expression chèrement conquise. Oui. Mais je dis que le professionnalisme est l'autre face de la médaille de la liberté. Il n'y a pas dans le métier du journalisme et de la communication et des médias de liberté sans professionnalisme. Le meilleur garant de la liberté, c'est le professionnalisme, et le chemin est encore long. Oui. Je vous laisse la dernière question, Anis. Oui, merci beaucoup, Rafef. Moi, ma dernière question, elle sera toute classique. On assiste à une transition au sein même du processus gouvernemental avec la démission du gouvernement Ali Laraïev, qui gère les affaires courantes, et dans très peu de temps, donc c'est le gouvernement Mehdi Jama qui va prêter serment. Vous avez eu des rapports assez, je dirais, tendus avec le gouvernement Laraïev, qui n'a pas donné suite à pas mal de correspondances que vous avez envoyées durant l'été notamment. Par rapport à la question cruciale incluse dans la feuille de route des nominations au sein des radios publiques, au sein des télévisions publiques aussi. Qu'est-ce que vous allez faire par rapport donc à cette question bien précise? Pour nous, ça a été, quand les membres de l'AICA ont pris leurs fonctions, nous avions 3 dossiers prioritaires. La question des techniques et de l'infrastructure de l'observation, c'est-à-dire du monitoring. L'autre question, c'était de mettre fin à l'anarchie, et nous en avons parlé, des cahiers des charges. Et les 3 dossiers sont sur le même pied d'égalité. Le premier dossier prioritaire, la réforme du service
public audiovisuel. Et pour nous, c'est une question urgente. Le gouvernement, la présidence du gouvernement assume la responsabilité du blocage de ce processus. Nous avons émis, il y a eu beaucoup de réunions, je pense que nous avons évoqué ce sujet dans votre émission. Au jour d'aujourd'hui, nous pensons que le nouveau gouvernement devrait donner un signe fort et lever ce blocage et rompre une fois pour toutes avec le type de nomination qui a caractérisé non seulement la dernière période, la règne de Ben Ali, mais aussi depuis l'indépendance et même avant l'indépendance, parce que nous avons aussi hérité beaucoup de mauvaises choses. Donc c'est pas uniquement, c'est pas propre donc. Voilà, c'est pas propre à la période post-coloniale. Donc notre position elle est claire. Nous demandons un appel à candidature pour que la procédure elle soit la plus transparente possible. Les procédures de cooptation, nous pensons que dans le contexte de la transition démocratique, on doit donner un signe fort et finir avec le modèle de la cooptation et ouvrir les candidatures au public, c'est-à-dire à tous les Tunisiens qui voient qu'ils ont des capacités selon des critères de compétences, des critères, et c'est très important pour l'audiovisuel public, il faut un projet pour la réforme. Ça fait depuis le 14 janvier, il y a eu une gestion au quotidien, et il n'y a pas de vision d'avenir, il n'y a pas de perspective, et les signaux, les voyants rouges, ils sont persistants, que ce soit dans la radio publique ou dans la télévision publique. Et voilà, nous pensons que c'est une question extrêmement urgente. Oui, merci beaucoup, merci professeur Riaf Jeni. Je rappelle, vous êtes professeur universitaire et membre de l'AECA. Merci Enis. C'est moi qui vous remercie. On se retrouve demain dans le vif de la Constitution à partir de 8h30. Exactement, et on aura pour thème donc les dispositions transitoires avec lesquelles on terminera donc le premier vote de la Constitution. Je remercie Tarek Drissi pour sa collaboration technique et je vous donne rendez-vous demain matin à partir de 6h. Au revoir et bonne journée. Nous rappelons à nos auditeurs que les propos tenus sur nos ondes expriment les opinions des personnes qui les prononcent et n'engagent en rien RTCI. Dans le vif du sujet, avec Enis Moraï.